Nous sommes à Longevity, aux Assises de Bien Vieillir, au Havre 2022. Et nous allons faire un point sur la démarche HS2 avec Ariane Binet-Prévost d'APAV. Bonjour Ariane. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, représenter ce qu'est APAV et après représenter HS2. Alors, APAV est un groupe qui existe depuis plus de 150 ans, qui est spécialisé dans la maîtrise des risques humains, techniques, environnementaux et cyber désormais, avec donc une multitude de métiers. APAV Certification est une filiale du groupe APAV. Et donc déploie en effet le label HS2 Haute Sécurité Santé depuis un petit peu plus de 5 ans. Après que Guylaine Alajoanine nous en ait effectivement confié le déploiement. D'accord. Le label HS2, ça labellise quoi en 2 phrases? Alors le label HS2, il labellise des habitats, il labellise des prestations de services. Donc on s'adresse aux professionnels de l'habitat, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les gestionnaires. Et nous nous adressons également aux prestataires de services, parmi lesquels on va retrouver tout service qui a pour objectif, comme nous, de permettre à la personne âgée de vivre le plus longtemps possible à domicile. On labellise également les SAD et les pharmacies. Alors des critères de qualité, donc c'est une démarche qualité volontaire, sociale, sociétale, collaborative. Et donc nous avons des référentiels qui s'appliquent à chacun de ces métiers. Des référentiels pour l'habitat spécifiquement, ça peut être plus précisément la résidence autonomie, la résidence service senior, le béguinage, l'habitat intergénérationnel thématique. Voilà, ce sont des référentiels donc spécifiques dans ce domaine-là, avec depuis 2022 l'option également du lieu de vie inclusif pour valoriser tout ce qui est mis en œuvre sur l'inclusivité dans un habitat. Et puis ensuite des process, on va dire, de qualité, de prestation de services, également pour les prestataires qui permettent de structurer une organisation, d'ancrer sa solution sur un territoire, d'accompagner comme il faut les bénéficiaires, leurs aidants. Voilà, donc une définition. Si par exemple je dirige une résidence autonomie, oui. Quels seront les critères sur ma résidence? C'est le bâti, c'est l'environnement, c'est les services? C'est très transverse en fait. En effet, on va venir évaluer et apprécier la qualité du bâtiment, mais déjà, dans un premier temps, tout ce qui a trait à l'environnement dans lequel va s'inscrire le lieu de vie. C'est très important. On est dans une logique en fait écosystémique déjà, c'est important de le dire. On part du principe qu'il y a un certain nombre de professionnels qui œuvrent au quotidien auprès de la personne âgée. On va retrouver donc les professionnels de l'habitat, des services, et puis toutes ces personnes-là et ces activités soutenues bien sûr par une dynamique de la collectivité. Donc l'environnement est très important pour nous parce qu'on se positionne en prévention de la perte d'autonomie. Notre objectif, c'est de permettre à la personne âgée de vivre le plus longtemps possible à son domicile ou dans un lieu de vie choisi, adapté. Donc l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accessibilité, ça veut dire la présence de services, la présence de commerce, des solutions de mobilité qui sont proposées. Donc ça, c'est très important à prendre en compte déjà au départ. Et puis bien entendu, ensuite, le logement à proprement parler, avec les adaptations, les équipements qui seront proposés au sein du logement. Et puis également les services individuels ou collectifs dont la personne va pouvoir bénéficier. On est vraiment centré sur l'usage, sur la personne. Donc si on reprend l'exemple, je suis directeur de la résidence autonomie, tu vas mesurer des choses, des éléments, des critères que je peux maîtriser. Il y a aussi des critères que je ne peux pas maîtriser, l'environnement. Et comment est-ce que tu vas m'aider à... Alors, les prendre en compte le plus tôt possible. S'il n'y a pas de médecin dans l'environnement, par exemple, il n'y a pas de médecin dans l'environnement. Effectivement, mais il peut y avoir des solutions alternatives. Il peut y avoir des modes de mobilité qui vont permettre d'aller voir facilement un médecin. C'est au moins les cartographier. Oui. Et bien ensuite, trouver des solutions qui peuvent pallier s'il y a un manque. Tout à fait. Ce qui est important, c'est l'information qu'on va donner aussi aux résidents. Il peut y avoir effectivement des médecins à proximité ou pas, ou une pharmacie. Si ce n'est pas le cas parce que le territoire ne le permet pas, ou la pharmacie a fermé peut-être, entre deux, mais peut-être qu'il y a un bus qui va facilement permettre d'aller
de trouver Ah oui, une d'accord. autre pharmacie. Ah oui, en fait, tu vas m'aider à réfléchir sur les solutions alternatives. Voilà, aller voir le pharmacien, savoir s'il fait du portage de médicaments à domicile, par exemple. Voilà, il y a toujours des alternatives possibles. Dans les différents types de structures ou de services qui peuvent être labellisés, lesquels sont les plus en pointe sur le label? Les plus demandeuses? Alors aujourd'hui, beaucoup de résidences autonomie, beaucoup de résidences services viennent à nous, en effet, pour labelliser leur offre. On est là pour évaluer et juger effectivement la pertinence d'une offre par rapport aux besoins de la personne. Les bénéfices, en fait. Si on reprend le directeur d'autonomie, la résidence autonomie, le bénéfice. Alors le bénéfice, c'est quel que soit le type d'habitat, c'est de savoir mieux répondre aux besoins de la personne, à la fois en termes de construction, on va mieux savoir construire pour les seniors et répondre à leurs attentes. On va se différencier aussi, forcément, d'autres acteurs du territoire par une qualité d'habitat et de services proposés. On va être mieux ancré sur son territoire parce qu'on est aussi évalué sur la capacité à interagir avec les autres acteurs. On sait par exemple qu'un bailleur social n'a pas vocation à faire du portage de repas ou des prestations de services, de toilettes au domicile ou ce genre de choses, mais on va l'évaluer sur sa capacité à travailler avec les autres acteurs aussi du territoire qui proposent ce genre de choses, et il va pouvoir en informer éventuellement ses résidents ou nouer des partenariats avec certains d'entre eux. Est-ce que ça permet aussi de mettre des process en place pour les Bien équipes, sûr. qu'elles soient beaucoup plus structurées et quelque part d'améliorer les conditions de travail? Absolument. C'est en effet une réponse structurée aux enjeux du vieillissement. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui va se faire au sein de la structure, au-delà du bâti spécifiquement, mais dans l'évaluation en effet je ne vais pas trouver le mot, du patrimoine par exemple. On va être en mesure de mieux identifier quelle est la population senior, quels sont ses besoins, de mettre en place des diagnostics par exemple pour identifier les besoins, de faire passer des ergothérapeutes pour répondre à chaque fois à une situation particulière. Voilà, donc il y a une prise en compte en effet du vieillissement de ces locataires au sein de la structure, en effet. Est-ce qu'on arrive à mesurer le gain d'attractivité ou le gain en chiffre d'affaires, en revenus que mon service va avoir lorsqu'on est labellisé? Un label, quel qu'il soit, c'est un gage de réassurance pour la personne qui va habiter le lieu, en effet, pour ses aidants familiaux, pour les aidants professionnels également qui interviennent au domicile de la personne, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour leur faciliter en effet le quotidien, ne serait-ce que la taille de la douche, les accès, les places de parking qui vont leur permettre d'intervenir plus facilement. Voilà, les gains ils sont multiples et nous on se fait fort aussi lors des audits d'échanger avec les habitants. C'est pour ça que la labellisation ne peut intervenir que 3 à 6 mois après la livraison d'un bâtiment neuf, par exemple. Parce que notre auditeur va en effet se rendre sur place et, au-delà de tout ce qu'il vérifiera, va également échanger avec les habitants pour avoir leur ressenti. Et on leur laisse en effet du coup suffisamment de temps pour qu'ils puissent prendre leur marque et utiliser les différents services qui leur sont proposés et l'usage de leur logement. Si on prend du recul, avec ta vision, ton expérience, comment est-ce que tu décrirais l'adaptation de ces différentes structures actuelles aux personnes âgées, aux seniors? On est en retard, on est en avance, on est dans les choux, on est bien, on est comment? Alors je dirais qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite quand même ces 5 dernières années, et je pense que tout le monde a œuvré pour, et on est plutôt content de voir le résultat. J'étais sur un salon des professionnels de l'immobilier il y a peu de temps, et il y a 5 ans, lorsque je parlais des seniors, ça ne faisait pas forcément mouche. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et il y a un référent senior chez la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est plutôt une belle avancée.
Chez les bailleurs sociaux, c'est également la même chose. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui du sujet. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une volonté de mettre en place un certain nombre de choses. Action Logement vient de livrer un livre blanc justement sur le vieillissement. Voilà, donc il y a vraiment des prises de conscience qui se sont faites ces dernières années. Donc on est content d'y avoir contribué parce qu'on a rabâché un petit peu tout au long de cette période-là un certain nombre de choses qui semblent aujourd'hui des évidences, mais qui ne l'étaient pas. Donc je dirais qu'il y a une maturité désormais, effectivement, parce qu'il y a urgence aussi. En 2030, c'est un tiers de la population qui aura plus de 65 ans. Donc le mur, il est devant nous si on ne fait rien. Voilà. Vous avez ajouté l'habitat inclusif dans votre démarche. Tout à fait. On a souhaité, en effet, du fait du développement de plus en plus d'offres d'habitat inclusif, permettre aux gens d'être un petit peu plus structurés sur le sujet. Donc on s'est appuyé sur les cahiers pédagogiques de la CNSA, sur ce qu'on appelle l'habitat API, et du coup ça va permettre en effet à ces porteurs de projets de valoriser et de pouvoir démontrer qu'une tierce partie est venue évaluer in situ la qualité de l'inclusivité effectivement de leur habitat. Ça demande une adaptation de la certification enfin tu me diras, ou c'est les mêmes critères que ma résidence autonomie tout à l'heure? Alors ça vient s'ajouter. En fait, ça veut dire qu'il faut déjà rentrer dans la démarche HS2 par rapport au référentiel habitat, avec une éventuelle déclinaison, béguinage ou autre. Et ça vient s'ajouter, parce qu'on ne va pas venir du tout évaluer les mêmes choses. Là, on n'est pas sur le bâti, on est sur l'humain, on est sur l'animation, on est sur l'intégration effectivement de cet habitat dans le territoire, on est sur son ouverture sur l'extérieur. Sur tous ces aspects d'inclusivité, effectivement, c'est un habitat inséré, partagé. Voilà. Donc ce sont d'autres notions qui viennent s'ajouter à l'habitat. Dans les acteurs qui rentrent dans la démarche, est-ce qu'il y a un profil, soit géographique, soit profil d'approche? Parce que dans les zones tendues, les zones détendues, j'imagine par exemple, j'ai un habitat inclusif où il n'y a pas de concurrent. Oui. Dans une zone détendue, je pourrais me dire, bon, j'ai pas besoin d'une démarche comme celle-ci. Dans une zone tendue, pour me différencier. Alors, dans une zone tendue, à Colmar, par exemple, s'il y a 6 résidences services seniors, peut-être que pour me. Ouais, c'est ça. Mais ça joue déjà, ça, zone tendue, zone détendue, il y a des critères comme ça? Alors, nous, on a un regard. Pourquoi certains sont à fond dans la démarche et d'autres. Alors, on s'aperçoit en effet que les habitats partagés sont plutôt proposés dans des villes moyennes ou dans des zones un petit peu plus détendues. Mais les besoins finalement sont quand même un peu partout. Mais c'est vrai que c'est une solution qui peut être salvatrice sur un territoire, dans une petite commune, pour permettre de maintenir ces personnes âgées sur son territoire. Aujourd'hui, il y a une étude assez récente qui est sortie sur le sujet. La personne âgée est un agent économique absolument fondamental. C'est effectivement Silver Valley qui a sorti effectivement cette étude. C'est un acteur économique, ce sont des bénévoles, voilà, ce sont des gens très investis qui ont, pour la plupart du temps, on constate des agendas extrêmement fournis. Et donc ça veut dire qu'ils vivent dans la cité. Voilà. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour leur permettre d'y vivre le plus longtemps possible, on se retrouve avec l'écueil effectivement d'éventuelles entrées en institution provoquées par des chutes ou autres pertes d'autonomie qui vont finalement vider le centre-bourg. Donc c'est catastrophique, et d'où l'intérêt effectivement des collectivités pour maintenir et proposer des formes d'habitat qui vont pouvoir permettre aux personnes de rester longtemps sur leur territoire. Si je dirige un bailleur social qui n'est pas dans la démarche, mais qui a déjà beaucoup réfléchi sur les seniors, est-ce qu'il y a un intérêt quand même de rentrer dans la démarche, et quel est-il? Alors l'intérêt, c'est de mieux se structurer, effectivement, et puis de pouvoir valoriser. En fait, c'est une question de savoir-faire et de faire savoir.
Aujourd'hui, on a effectivement des bailleurs sociaux qui sont très investis sur le sujet des seniors, mais qui ont besoin de le faire savoir à leurs propres résidents et à tous leurs partenaires divers, financeurs, collectivités, etc. Donc c'est important, en effet, de faire savoir et de valoriser tout ce qui est mis. Et puis c'est un moyen aussi de fédérer les équipes. Parce qu'on s'engage pour l'obtention d'une labellisation, effectivement, qui n'est pas, comment dire... Oui, pour les acteurs partenaires autour, effectivement, ça peut jouer. Oui, c'est un gage de réassurance. Ouais, surtout que la démarche HS2 est indépendante. Si moi je suis dirigé un bailleur qui avait déjà beaucoup réfléchi, je préfère mon logo Senior In, par exemple. Voilà. Oui, il y en a quelques-uns et c'est très bien. Mais effectivement, le côté... Tierce partie. Absolument, c'est ça. Oui. On a effectivement des auditeurs qui viennent s'assurer. Voilà, c'est pas le tout de faire une charte et de s'y conformer. Il faut aussi... on ne peut pas être jugé partie. C'est un point de valeur. Voilà. Je suis toujours le directeur de la résidence autonomie. Peut-être un jour, je ne sais pas. Je suis intéressé par la démarche. Comment ça se passe? Je te contacte et par quelle démarche quelles sont les différentes étapes pour y arriver? Alors les différentes étapes, effectivement, alors vous avez déjà sur un site APAV Certification sur lequel il y a une page dédiée au label HS2 qui vous permet effectivement de faire une demande en ligne. Après on est présent et très accessible, que ce soit sur des salons ou sur LinkedIn, on nous trouve quand même assez facilement. Il y a déjà, là, je dirais, de prime abord, c'est un échange. On a besoin effectivement de sentir l'appétence, l'investissement du partenaire sur le sujet, son envie de valoriser et son envie de mieux faire. On est dans une logique d'amélioration continue, donc ça veut dire que nous, le label HS2, il est découpé en 4 niveaux de macarons, du 1er au 4e. Donc ça veut dire qu'on se challenge quand même, pour obtenir le 4e, c'est pas forcément si simple. Donc voilà, la première étape, c'est véritablement cet échange pour comprendre les enjeux du partenaire, effectivement, qui veut s'engager dans cette démarche. Et voilà, ensuite, on a une méthodologie, effectivement, qui est assez simple, comme la plupart des labels, avec une sensibilisation à la philosophie du label et au référentiel qui concerne le sujet. Ensuite, vous avez un audit sur plan pour ce qui est de la construction neuve, un audit sur site et ensuite un audit de suivi. Et la labellisation est délivrée pour 4 ans. On met combien de temps pour avoir le premier macaron? Alors, tout dépend un petit peu. Pour ma résidence autonomie? Alors, pour la résidence... Je peux l'avoir en 2 mois? Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut laisser au projet la possibilité déjà de sortir de terre. Donc en général, c'est entre l'entrée dans la démarche et la labellisation, il se passe à peu près 2 ans, à minima. Pour un prestataire de service, c'est beaucoup plus rapide parce que là, on est sur, je dirais, le fait de mettre en place un plan d'action pour atteindre les critères effectivement prérequis. Donc tout dépend du temps qui sera nécessaire pour mettre en place ce plan d'action. En général, au bout de 6 mois, 3 à 6 mois, c'est faisable. Les macarons, en fait, la question un peu plus directe qui me vient, si j'ai le premier macaron, en fait, ça fait un peu léger, non? Je vais être tenté d'aller... Alors c'est une première marche qui est déjà relativement exigeante. Oui, mais en fait, si mes partenaires voient que j'ai un macaron et pas 3, ils vont se dire que bon... Oui, il peut mieux faire. Tu vois ce que je veux dire? Il peut mieux faire. Donc j'imagine qu'après les gens sont incités à aller vers le 2 et le 3. Absolument. Mais c'est l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que quand on échange effectivement au départ, mais après tout dépend des conditions de chacun. Parfois, le premier macaron, c'est déjà énorme. Donc il ne faut pas... voilà, donc tout dépend d'où on part. Alors, si moi j'ai ma résidence autonomie, dans 2 ans et demi, je peux avoir le 3e macaron d'un coup ou il faut que je passe par le 1 et le 2? Alors on peut tout de suite atteindre le 3e macaron. Ça veut dire qu'on aura déjà validé les critères du 1er, du 2e. Voilà. Mais on n'a pas besoin effectivement d'attendre, de faire la première année le 1er et puis d'attendre. Non, on peut tout de suite atteindre le 3e macaron si on s'est donné les moyens de le faire. Combien de structures en tout rentrent dans la démarche? On a plus de 200 projets qui sont inscrits dans la démarche et donc ça concerne aussi bien de l'habitat que des services.
Et en termes de logement, donc pour la partie habitat, on a dépassé cette année les 8000 logements. Donc on est assez fiers parce qu'on a plus de 1000 logements qui sont rentrés en 2022 dans la démarche. Et ça bénéficie à l'ensemble des habitants du coup. Une conclusion ou un point à rajouter? Un point à rajouter, on espère que ça va se poursuivre effectivement. On est sur le troisième pilier du développement durable, donc il ne faut pas oublier, on a aujourd'hui de grosses préoccupations sur toute la partie énergétique. C'est important aussi de prendre conscience que, outre effectivement les enjeux énergétiques et voilà, la démographie fait aussi partie du sujet. Hein. C'est le S de RSE, c'est le sociétal. Il ne faut pas les dissocier, même si aujourd'hui il y a de vraies préoccupations bien légitimes par rapport à la décarbonation ou à ce genre de sujet. Il ne faut pas oublier l'humain, il faut continuer à le travailler autant que possible en parallèle. Donc ça, ça fait partie des vœux. Et puis après, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de partenaires qui entrent et qui s'imposent effectivement cette démarche qui est volontaire, mais qui démontre une vraie volonté de bien faire et de mieux faire. Super, merci pour l'émission. Merci Frédéric, à bientôt.